Voilà. Bonjour. Alors, comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un, où il n'y a absolument aucun effet son et lumière, on a tout mis au début. Nous sommes donc réunis en cet après-midi, mes frères et mes sœurs, pour faire un tour de l'actualité de ces derniers mois. Tour de l'actualité à la fois exhaustif et objectif. Alors, j'ai pris des notes, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je suis l'époque. Nous sommes donc le 6 avril 2025. C'est la seule chose dont on soit sûr. Alors, j'avais pris l'habitude, depuis plus d'un an, vu l'actualité magnifique que nous vivons, de commencer la revue de presse en disant « ça pourrait être pire, on pourrait être en guerre ». Ça se précise. Alors, on pourrait être en guerre ou à Mayotte. Oui, ça paraît loin. Alors, mi-décembre, souvenez-vous, Mayotte qui a été victime de 2 catastrophes naturelles de suite, un cyclone et la visite de Macron. Voilà. Et alors, pourquoi je vous en parle? Parce que tous les ministres sont allés là-bas sur les Noirs, donc. Et c'est pour vous que je fais tout ça, moi. Il faut se mettre dans l'ambiance générale. Alors, donc, tous les ministres sont allés à Mayotte pour dire qu'ils étaient là, et ils étaient tous filmés, et derrière, pour montrer qu'ils étaient là-bas, il y avait des bidonvilles. Donc ils étaient tous filmés, et ils ont tous prononcé cette phrase que je vous livre textuellement. « Les bidonvilles ne seront pas reconstruits, nous nous y engageons. » Et à chaque fois, derrière, on voyait des mecs en train de reconstruire. Là, on a le résumé. Sinon, janvier, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, les incendies géants à Los Angeles. Voilà, alors d'après les médias, les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent là, c'était à cause du vent, et le feu avançait à la vitesse de 5 terrains de foot à la minute. Voilà. Sans les joueurs, hein. Alors, l'origine des incendies à Los Angeles, on ne sait toujours pas. Qui sait, comme Notre-Dame, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est à cause de feux d'artifice, de câbles électriques, de SDF pyromanes? Alors, comme personne ne sait, j'ai 2 théories. C'est à la mode, hein, d'avoir des théories. Alors, peut-être c'est à cause du Dry January. Ouais. Non, n'applaudissez pas ces conneries-là, franchement, non. Ou alors, mais là, à mon avis, c'est plus sûr, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, sinon, niveau dérèglement climatique, hein, parce que les causes, on les connaît, alors rassurons-nous, hein, on s'occupe de tout. La COP29 a eu lieu à Bakou. C'est tout. Et la Coupe du Monde de foot 2034, je ne sais pas si vous avez vu,
donc, va avoir lieu en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, le Qatar à côté, c'est l'hiver. Hein. Aura lieu en Arabie Saoudite. Tout ce que je vais vous dire dans ce spectacle est vrai. Hein. C'est ça qui est drôle. En Arabie Saoudite, dès qu'ils auront fini de construire leur première station de ski. J'en ai marre, moi. Ajoutez à ça l'intelligence artificielle, parce que la normale, on n'en a plus. J'ai lu un énorme dossier, l'intelligence artificielle, qui est un gouffre énergétique, une aberrance. Alors, par exemple, pour répondre à une seule question, voilà, l'intelligence artificielle doit compulser des milliers de données. Hein. Comme vous l'avez compris, l'intelligence artificielle, c'est l'agrégation de tous les cerveaux, de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier. Hein. Même Roselyne Bachelot. Je ne peux pas la saquer. Donc, l'intelligence artificielle compulse des milliards de données contenues dans des serveurs ultra puissants regroupés dans des data centers. Alors, tout ça, évidemment, ça fait une quantité astronomique de chaleur qu'il faut refroidir avec de l'eau. Ça tombe bien, on en a de moins en moins. Et par exemple, une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus d'électricité qu'une requête classique sur Google. Et ça nécessite, donc, pour une requête, hein, l'équivalent d'un verre d'eau. Tout le monde s'en fout. En 2026, la consommation totale des data centers, uniquement pour l'intelligence artificielle, hein, ça va représenter l'équivalent du Japon. Ça rigole moins, là, hein? Voilà. Demandez une connerie à l'intelligence artificielle, parce que pour l'instant, c'est surtout ça qu'on lui demande. Ça, c'est des retours de ressources disproportionnées. C'est un peu une image, c'est comme si on allait chercher ses enfants à l'école avec un Airbus. Ok. Et alors, que font les hommes politiques du monde entier, nos dirigeants, qui ont autant de vision qu'une taupe dans la galerie des glaces de Versailles? Ils nous disent, oui, allons-y à fond, l'intelligence artificielle, allez, hop, allez, des data centers partout. Notre président à nous, oh toi Seigneur, qui a même déclaré, le monde accélère, on ne peut pas ralentir. Oh, j'en ai connu des cons, mais là... Oh, c'est pas fini, attendez. Alors, sinon, notez sur vos agendas, y a une astéroïde de plusieurs dizaines de mètres qui pourrait frapper la Terre le 22 décembre 2032. C'est l'info aussi, ça. Hein, voilà. Bon, dans la salle, il y en a plein en 2032, de toute façon, ils verront pas. Hein, alors, le problème, elle va normalement frapper la Terre, mais on ne sait pas où. Voilà, c'est l'info aussi, ça. Alors, sinon, j'ai quand même trouvé des bonnes nouvelles. Oui, en décembre. Bonne nouvelle, en décembre. Noël, voilà, très bien. C'est encore une réflexion comme ça et j'arrête, moi. L'inauguration de Notre-Dame. Oh, vous n'êtes jamais content, vous avez mauvais fond. Alors, c'était le moment du président de la République. Hein. Oh, toi, Seigneur. Voilà, vous vous rappelez, hein, dans 5 ans, on aura fini, dans 5 ans. Et la cérémonie d'inauguration a eu lieu, retransmise dans 80 pays. Il se sentait plus pissé, l'ado-psychopathe. Il était... Et alors, non, il a fait un discours, évidemment. Et alors, comme dans un pays laïque, normalement, il aurait dû faire son discours à l'extérieur de l'église. Bon. Alors, il l'a fait à l'intérieur. Pourquoi? C'est parce que comme plus personne l'écoute, voilà, il a fait fermer les portes. Voilà. Et il y a même quelqu'un qui vérifiait. Hein. Vous avez... voilà. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'on se souvient. C'est parce qu'une fois de plus, c'est à l'image de l'époque, il faut faire vite. Parce que maintenant... tout doit aller vite. On fait vite, c'est vite. Les travaux de Notre-Dame, 5 ans. Ouais, mais 5 ans. 5 ans. Pourquoi 5? Parce que
Mais pourquoi pas 6? Parce que 5! Et même l'église détentrice du temps long. Hein. Alors eux, le temps... Tu vois, le moindre scout qui se prend 1 ou 2 doigts... J'ai dit une connerie, là, ou... Tu vois, l'église met 50 ans pour s'excuser. Tu vois? Et là, pour les travaux, en 5 ans! On a dit ça à l'archevêque de Paris. Bon, oui, il a rien payé, lui, hein. Et mais on lui dit, on va les faire en 5 ans! Il a fait, d'accord! Le pape qui vient en Corse, hein, vous avez vu ça? Alors, pour échapper à Macron, d'ailleurs, hein, eh ben pareil, il faut que ça aille vite! Tu vois, vite! C'est un voyage éclair du pape. Bon, il n'était pas dans l'état de... Quelques heures! Vous avez vu? Il a atterri en Corse, hop, il est reparti! Faut que tout aille vite maintenant! Hop, on dissout l'Assemblée, hop, il faut que ça aille vite! Hop, on fait des élections, 15 jours de campagne, oh, t'es pour moi, hop, après, il faut un Premier ministre, il n'y en a pas! Vite! Pourquoi? Pour le virer vite! Et alors, je suis désolé, mais le pape va encore, je ne sais pas si vous avez vu les images, il est à Ajaccio, là, comme ça, sur sa bagnole, là, et il y a encore des gens qui offrent leurs enfants, enfin, c'est... Alors qu'ils peuvent les inscrire à Bétarame, je comprends pas. On en parlera après, oh, quelle histoire. Alors... sinon, alors, au niveau du pape, moi, justement, des nouvelles. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? L'autre... c'est pas une maladie, hein. Il y a des croyants dans la salle, il doit y en avoir. Oui, bah voilà, alors c'est le moment, hein. Alors, visiblement, le pape a longtemps été, d'après le communiqué de l'hôpital papal, où il était soigné, est dans un état critique stationnaire. Voilà. Et il y a même eu une photo à un moment donné, hein, parce que les gens se disent, ah mais là, alors là, ils ont mis une photo du pape dans les médias, je ne sais pas si vous avez vu, et derrière on voyait le Jésus-Christ, comme ça, qui avait l'air plus en forme. Hein. Alors pourquoi j'en parle? Parce que bon, je m'en fous complètement, c'est parce qu'il y a un mystère. D'après le communiqué de l'hôpital papal, le pape, je cite, hein, est atteint par une bronchite sévère aux 2 poumons. Or, quand il a été élu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous a dit qu'il lui en restait plus qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Miracolo! Ou un petit jeune. Alors... sinon, des nouvelles. Alors, au niveau de l'autoroute A69. Voilà, bah ça va pas. Hein. Alors, vous savez, celle qui relie Toulouse à Castres. Hein. Bon, ici, on s'en fout complètement. Alors, le projet est suspendu. Mais alors, ce qui est drôle, c'est... Alors, pourquoi? Il est suspendu par le tribunal administratif de Toulouse contre l'État. Voilà, contre l'État, c'est vous, hein, c'est nous. Voilà, l'État qui va faire appel. Hein. Vous allez faire appel. Alors pourquoi ils ont arrêté les travaux? C'est parce que c'est pour une question environnementale. Pourquoi? Je cite, concentrez-vous, hein. Le droit de porter atteinte à l'environnement est accordé au projet dont la raison impérative d'intérêt majeur est prouvée. Et les mecs ont mis 1 an et demi pour la comprendre, la phrase. D'où le... Voilà. En attendant, des milliers d'arbres ont été coupés, 300 hectares de terre ravagés, 400 bâtiments rasés, 300 millions déjà dépensés, réalisé à 70%, l'autoroute, et tout d'un coup, le tribunal fait « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Mais c'est pas possible. Alors que va devenir l'autoroute A69? Une piste cyclable. Voilà, alors, autre bonne nouvelle. Ah bah oui.
Oh, oh Sarkozy, il me manque, lui. Ça y est, il a son premier bracelet. Alors, il était déjà définitivement condamné dans l'affaire des écoutes, tu sais, de Paul Bismuth. Oh, on rigolait à l'époque quand même. Hein. Oh, c'est qui? C'est Bismuth. Alors, il avait pris 3 ans, dont un ferme. En attendant l'affaire Big Malion, il a perdu aussi, mais il a fait appel. Comme Marine Le Pen. On en parlera après. Oh. Alors, ça y est, il a son bracelet électronique depuis le 7 février. Alors j'ai noté qu'il a le droit de s'absenter de chez lui entre 8h et 20h. Ça va. Sinon, le bracelet se déclenche. Oh, j'aimerais être là, franchement. Tu vois, 8h05. Rentre chez toi, salopard. Rentre chez toi, salopard. Peut-être ça qu'il dit, j'en sais rien. Alors, et là, paf, voilà, 3e procès pour le financement libyen de la campagne de 2007. Et là, paf, il prend 7 ans ferme, ou dans ta gueule. Et 300 000 € d'amende. Alors, le procès, le financement libyen, procès Kadhafi, j'ai suivi ça. Alors, c'est bien parce que c'est, je sais pas si vous avez suivi, c'est moi, c'est vintage. Oui, parce que sur le banc des accusés, il y en a plein, tu vois, il y a par exemple, il y a Klaus Guéant. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, lui? Et Fritz, oh, te feu! Oh, toute une équipe, oh là là, bah. Je suis nostalgique. Non, je dis pas que c'était mieux avant. Non, c'est pas ça. Mais à l'époque, au moins, si tu veux, les salopards, tu savais qui c'était. Et dans une époque où on est quand même perdu, paumé, en manque de repères, à l'époque, tu voyais Klaus Guéant, tu faisais, lui, c'est un enculé, lui, tu vois. Tu vois, c'était des phares dans la nuit, les mecs. Maintenant, ils sont voilés. Alors... Non, je n'avais pas de... Alors, donc, Sarkozy, donc, qui est très étonné d'être condamné. Hein, j'ai rien fait, moi. Alors, pour la justice, il y a bien eu un pacte de corruption. Alors, d'après les avocats de Sarkozy, et c'est vrai que bon, il n'y a pas de preuves formelles. Bon. Mais... il y a tellement de faisceaux de poids. Tu vois, c'est la cigale. Alors, pas de preuve formelle, hormis, souvenez-vous quand même, Sarkozy vient d'être élu, un des premiers chefs d'État invités en France, alors qu'il est quasi sur la liste des terroristes. Hein. C'est Kadhafi, qui vient planter sa tente à l'Élysée, invité à Versailles, 3 jours d'État, beaucoup d'échanges, vraiment. Alors, c'est pas une preuve formelle, mais c'est un gros faisceau. Non, alors il y a des millions d'euros qui ont été échangés avec des intermédiaires. Moi j'ai lu un peu le procès, vous allez voir, là c'est tout plus pourri les uns que les autres. Il y a par exemple Takieddine, vous voyez qui c'est lui? Takieddine, pour vous dire, Balkany à côté, c'est l'abbé Pierre, tu vois. Oh non! Oh mais quelle époque! Oh, on en parlera à la fin si on a le temps. Alors, donc, Éric Woerth, il vient aussi, lui, vous rappelez, le trésorier du parti de droite à l'époque, était au tribunal aussi. Lui, il a pris qu'1 an ferme, hein, petite bite. Et le juge lui a dit, enfin, il y a quand même vraiment énormément d'argent liquide là qui circulait. Et là, il répond, ouais, c'est vrai que certains donateurs ne s'embarrassaient pas du plafond. Voilà, oui, mais d'accord, mais cet argent liquide venait d'où? Et là, Éric Woerth, il répond, il y avait des donateurs en liquide, beaucoup qui venaient dans les meetings. C'est un peu comme les banques du sperme, vous voyez, mais avec de l'argent, voilà, libyen. Alors, sinon, Klaus Guéant, Fritz Hortefeux. Alors, le duo d'enflure, par exemple, Guéant, lui, il a rencontré, alors un mec, je vous raconte, c'est du Audiard le procès, hein, il a rencontré un certain Senoussi,
en Libye. Senoussi, directeur des services de renseignement de Kadhafi, condamné à perpétuité par la France pour terrorisme. Voilà, c'est celui qui est soupçonné d'avoir abattu l'avion d'UTA, vous vous rappelez, hein, 89, paf, voilà. Et donc, Guéant, élu de la République, le rencontre en Libye. Est-ce que vous avez des questions? Et pour préparer le voyage hein, de Sarko, les mallettes en liquide, et alors il rencontre Senoussi, le juge lui dit, mais enfin que vous étiez quand même secrétaire général au ministère de l'Intérieur à l'époque, et vous rencontrez monsieur Senoussi. Et là, il répond, oui, mais sans le savoir. Alors le juge, évidemment, dites-nous en plus. Oui, je suis invité au restaurant par un certain Takieddine et à la même table, je me retrouve avec ce monsieur. Et vous ne saviez pas qui c'était? Ah ben non, non, non. Voilà, mais à un moment donné, vous avez réalisé quand même. Ah ben oui. Et là, le juge, lui, c'est ça qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi vous êtes resté à table. Réponse de Guéant, textuelle. Hein. J'avais faim. Et alors Takieddine, lui, Sarkozy a toujours dit, bon, il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Il l'a croisé 2 fois par hasard. Vous allez voir, le hasard joue énormément de rôle dans cette histoire. Et il a prononcé sur Takieddine une phrase absolument magnifique. Je ne le connaissais pas, mais je ne l'aimais pas. Et quant à Fritz Hortefeux, lui, alors il a croisé Takieddine, lui, voilà, et lors d'un dîner aussi. Et on lui a dit, mais c'était le même dîner qu'avec... non, un autre. Et donc, vous ne saviez pas qui c'était? Ah, non. Non, mais je ne le connaissais pas. Vous ne l'avez jamais vu. Ah, jamais. Et là, le juge fait, écoutez, ça tombe bien, on a une photo de vous sur le yacht... la photo, regardez, voilà, sur le yacht de monsieur Takieddine. Voilà, c'est bien vous? J'ai changé, hein. Oui, c'est pas ça qu'on veut savoir, monsieur Hortefeux. C'est qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Réponse d'Hortefeux. J'ai dû monter sur le yacht par hasard. C'est pas une preuve formelle, hein. Mais là, il y a un gros faisceau, là, hein. Il avait confondu, il avait une croisière Costa avec sa femme, enfin bon, bref. Alors, des valises en liquide ont circulé un peu partout, pas forcément de Libye, hein, la Suisse est à côté. Et alors, concernant Claude Guéant, qui a déjà été condamné, lui, hein, avant, pour l'ensemble de son œuvre. Lui, il y a un juge déjà qui avait enquêté sur lui, et ils ont épluché tous les relevés de compte d'Hortefeux de 2003 à 2012. Vous savez, les relevés de compte mensuels. En tout, 2003-2012, hein. Il a retiré en tout 800 € en liquide. Là, on a un gros faisceau, là. C'est du Audiard. Suite du procès, il y a un épisode, et puis après, on va passer à autre chose. L'épisode, c'est Béchir Salé. Salé, c'est le frère du petit. J'essaye de mettre des trucs légers parce que sinon... alors, Béchir Salé, grand argentier du régime libyen, responsable de la cagnotte géante, donc important. Lui, il avait une notice rouge d'Interpol au cul, donc ça veut dire que c'était un mec dangereux à arrêter illico dès qu'il est localisé. Voilà, c'est lui qui a débloqué tous les fonds, etc. À la chute du régime libyen, ce Salé est en fuite, et alors là, mais pourquoi? Il est aidé par l'ambassade de France en Tunisie, alors que Sarkozy est président. Et il arrive en France en avril 2012, se balade tranquille dans Paris, tout ça avec l'aide du chef de la direction des renseignements intérieurs français, et va quitter Paris à bord d'un avion privé sous un faux nom. Bien. Monsieur Sarkozy, vous pouvez avancer à la barre. Oui. Le juge qui lui demande, alors, est-ce que vous saviez que monsieur Salé était à Paris? Ah ben non. Voilà, vous saviez qu'il avait une fiche d'Interpol derrière? Ah ben non, si je l'avais su, je l'aurais fait arrêter. Hein? Et comment est-ce que vous expliquez tout ce dysfonctionnement?
Réponse de Sarkozy, il s'agit sûrement d'un bug informatique. Quant à Klaus Guéant, ministre de l'Intérieur à l'époque, hein, l'homme le plus renseigné de France, le plus informé. Voilà, Monsieur Guéant, c'est à vous. Alors, est-ce que vous étiez au courant de l'arrivée de Monsieur Salé? Ah non. Est-ce que vous saviez qu'il avait une notice rouge au derrière? Ah non plus, non plus. Voilà. Monsieur Guéant, est-ce que vous saviez que vous étiez ministre de l'Intérieur? Ah ben non, ah ben oui, oui. Voilà, et il finit par dire « Oh, ben j'ai appris son départ alors qu'il était dans l'avion. » Oh, ben c'est ballot! C'est ballot. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, enfin les deux questions. D'abord, si Sarkozy est condamné 3 fois, est-ce qu'il aura 3 bracelets? Et au bout de 3 bracelets, est-ce qu'il aura droit à une montre? Alors sinon, oh, j'en ai mis partout. Sinon, autre bonne nouvelle, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle, bon, le janvier, Jean-Marie Le Pen est mort. On ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Voilà, donc bon, on peut faire une exception. Mais Le Pen est mort le 7 janvier, hein, le jour anniversaire des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Le mec nous aura fait chier jusqu'au bout. Donc, on va pas refaire le CV du personnage, 25 procès, tous perdus pour racisme, antisémitisme, négationnisme, homophobie, etc. Bon, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de mal sur Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Mais enfin, quand même, il a quand même électrifié toute l'Algérie. Et alors... Alors, si vous applaudissez, c'est tous ensemble ou pas du tout? Mais sinon, on dirait une réunion de gauche. Alors, sinon, ce qui était intéressant, mort de Jean-Marie Le Pen en pleine période de dédiabolisation de l'extrême droite. Hein. Vous avez vu, ils sont tous propres sur eux, la cravate, pas un mot plus haut que l'autre, comme ça. Et là, l'ordure meurt. Alors, comment ils allaient réagir? Voilà. Et bien, par exemple, il y a eu une messe en son honneur de Jean-Marie Le Pen à Paris, chez les intégristes, hein, on ne se refait pas. Et alors, il y avait le Rassemblement national là, qui filtrait les entrées, et dédiabolisation oblige, tous les racistes, antisémites, homophobes, révisionnistes, fascistes, pétainistes, tortionnaires étaient refoulés à l'entrée de l'église. Il n'y avait personne. Ils étaient tous à l'investiture de Trump. Et on parlera après. Oh. Alors l'extrême droite, maintenant, ils sont marrants, enfin marrants. Ils veulent juste qu'on les respecte. Vous avez vu? À chaque fois, ils disent. Nous, tout ce qu'on veut maintenant, c'est du respect. Ils sont aussi intolérants que du gluten, mais ils veulent du respect. Franchement, c'était pas mieux avant, hein. Bon, enfin, c'était quand même plus drôle, avec n'a qu'un œil. Non, mais c'est vrai que c'était un salopard, quand même. Mais au moins, il avait une qualité, il était honnête. Voilà, maintenant, ils sont voilés. Sinon, concernant... maintenant... ah oui, ils sont voilés, et alors maintenant, de toute façon, vous êtes au courant, l'extrême droite n'est plus antisémite. Vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de... Non, c'est officiel, maintenant. C'est officiel parce que Jordan Bardella et Marion Maréchal, nous voilà. Et le Mexique, elle, oh. Non, mais ça n'a rien à voir, mais le mature, je sais pas, il y a... Non, ce côté blond d'Arienne, comme ça, là. Oh. Non, mais je devrais pas en parler, oh. Non, mais c'est vrai, chaque fois que je la vois, là, t'as envie de la prendre par les cheveux, comme ça. Oh, comme ça. En demandant, hein. Ah bah oui. Tu vois, voilà, allez, arrêtons ces conneries. Alors, donc, Jordan Bardella et Marion Maréchal
nous voilà donc, la petite fille du point de détail, donc, ont été invités, vous avez vu, invités à Jérusalem, à un colloque contre l'antisémitisme. Voilà, vous trouvez ça normal, bon, ok, bon, voilà. Bon, d'un autre côté, c'est des pros, hein. Voilà, et donc, ils ont visiblement passé l'examen, ils ont obtenu leur tampon de certification cachère. Et quand même, on vit une époque du fait, c'est pas n'importe quoi, on est au-delà, là, hein. Mais ça me rappelle un peu, ça, l'extrême droite qui va à un colloque contre l'antisémitisme, ça me rappelle un peu les vieilles putes qui réclamaient la fermeture des bordels. Tu vois? Et alors, ils étaient invités, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait plein d'autres Européens invités, des Européens d'extrême droite, hein, invités par un ministre israélien d'extrême droite, hein, aussi. Voilà, moralité de cette histoire, actuellement, le racisme est le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme. Alors, sinon, je viens d'en parler, il y a 10 ans, c'était janvier, l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo. Vous vous souvenez? 10 ans, hein. J'ai l'impression que c'était hier, moi. Et il y a 10 ans, je me souviens, parce que moi j'ai perdu des potes dans ce drame, et il y a 10 ans, je me rappelle, il y avait eu, vous vous rappelez, dans la rue, on était tous là, je suis Charlie, hein, vous vous rappelez? Oh, oui. Et il y avait eu une grande marche, et le soir, une grosse émission sur le service public, France 2, sur Nous sommes Charlie, et c'était enregistré dans l'auditorium de Radio France, et ça passait sur France Télévisions. Et je ne sais pas si vous en souvenez, moi j'avais participé, j'avais chanté Bella Ciao, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je me rappelle, vous pouvez voir les images encore, tous les dirigeants de Radio France, hein, comme ça, chanter en même temps Bella Ciao, il y en a qui levaient le poing, enfin tu vois, ouais, ouais, et puis les ministres qui étaient là, ouais, liberté. Qu'est-ce qui nous est arrivé, là? Depuis la liberté d'expression, on a quand même pris un coup, hein, pendant 10 ans, je ne sais pas si vous avez vu, qui ont suivi. Elle a un peu diminué. Alors, c'est pas les terroristes qui l'ont attaqué, hein, c'est l'Empire du Bien, c'est nous, les moralistes, moralisateurs, curés de la pensée, comme ça. Parce que l'humour Charlie, souvenez-vous à l'époque, hein, qui était l'humour ciné, c'est pareil, hein, pour lequel des millions de personnes sont allées dans la rue. Nous sommes Charlie, vous vous rappelez, hein? L'humour Charlie, c'était ça et ça. Hein? Vous vous rappelez? Voilà, moi c'est toujours mon cas, sans concession, l'humour lucide, sévère mais juste, sans limite, sans sacré, évidemment, sans tabou. Voilà, et... Qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai l'impression, moi je résume ça en une phrase, j'ai l'impression qu'on s'est laissé enfermer dans l'esprit d'ouverture. On est quand même passé en 10 ans de « Je suis Charlie », hein, et voilà, vive la liberté, défendue en particulier par la gauche, hein, vous vous rappelez, la gauche qui était à l'époque encore joyeuse. Voilà, on est passé donc de « Je suis Charlie », des millions de personnes dans la rue, maintenant, à l'extrême droite qui défend la liberté d'expression. On ne va pas bien. Voilà, regardez, bah oui, aux États-Unis, hein, Trump, Musk, le vice-président américain, on en tient un bon là. Hein. Vous avez Vance le taré là à l'ONU qui s'adresse aux Européens. Les Européens bafouent la liberté d'expression. En France aussi, hein, vous avez vu, l'extrême droite défend la liberté d'expression, c'est News, Hanouna, voilà. Et ne laissons pas la liberté d'expression dans les mains de l'extrême droite, ils vont s'en servir. Plus que nous. Reprenons-la entièrement. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à l'humour pratiqué dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Alors, quitte, je vous le préviens tout de suite, à être quelquefois un peu grossier. Voire un peu vulgaire. Voilà. Parce que, en résumé, la liberté d'expression, c'est comme le drapeau français. Si on leur laisse, après, on ne peut plus le récupérer. Voilà, c'était mon passage pas drôle.
Et alors, non seulement ils ont kidnappé la liberté d'expression, mais maintenant, ce sont donc, depuis quelques jours, hein, des défenseurs de la démocratie. On en est marre, moi. Voilà, depuis que la blonde, la grosse blonde, là... je reviens à cet humour-là, hein, oui. J'attaque le physique. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce qu'elle n'est pas blonde? Voilà, vraie blonde ou pas, ça on ne le saura jamais, hein. À part si on la rase à la Libération. Vous allez voir, ça fait du bien à la fin, hein, Et puis elle est quand même un peu, hein, voilà, c'est une grosse blonde donc, hein. Et une pute. Alors... Ouais. Non, oh non, n'applaudissez pas. Oh, vous allez voir, ça c'est rien par rapport à la suite. Alors, oui, bah on va faire comme eux. Alors, depuis la grosse blonde, ça y est, elle va avoir son bracelet électronique aussi. Dis donc, va falloir ouvrir un magasin pour les bracelets, là, hein. Alors elle, c'est pour vous avez vu, l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Elle a pris 4 ans. 4 ans, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité. Voilà. Elle ne pourra pas se présenter normalement à la présidentielle. Bon, c'est vrai que, au niveau agenda, ça tombe mal. Voilà. Alors évidemment, tout de suite, on dit « Oui, c'est politique !» C'est politique. J'ai envie de dire « Oui !» Voilà, s'ils avaient moins fait traîner l'affaire, ce serait déjà plié. Alors, elle dit évidemment qu'elle méritait pas ça, parce que, en fait, ils n'avaient pas bien compris le principe. Et là, je te jure, t'as envie de là, vraiment. Là. Et alors, les juges ont décidé que non, que ce soit FN à l'époque ou RN, c'était une affaire familiale, et que c'est la chef de famille, la marraine, qui décidait de tout. Donc, système mis en place, c'est pas nouveau, hein, en 2004, voilà, par le père, hein, Jean-Marie. Même mort, il fait chier, lui, hein, jusqu'en 2016, et ça représente à peu près une arnaque de 4 400 000 €. Alors, évidemment, pour un parti qui a fait toute sa réputation sur les élites corrompues, ça tombe mal. Voilà, alors, et derrière, vous avez vu, donc, victimisation, ils se sont mis à chialer partout, sur tous les médias, radio, télé, privé, public. Voilà, Marine Le Pen qui dit « La juge m'a éliminé !» Le système prive les Français d'élection. J'avais pas bien compris, moi, au début, j'avais compris érection. Et là, tout d'un coup, j'ai fait « Mais c'est grave, là, non !» Alors, et là, c'est parti derrière. Voilà, l'état de droit n'existe plus en France. On a tué la démocratie. Jordan Bardella, hein, que les trisomiques du monde entier nous envient. Jordan Bardella, quand même, qui déclare « C'est peut-être, ce jour est peut-être le jour le plus sombre que la démocratie française ait connu. » Là, t'as envie de lui dire « Calme-toi, gamin. » Non, parce que là, les jours sombres de démocratie française, il y a eu Vichy, par exemple. Ah bah oui, son grand-père y était. Alors... Ah bah non, pas lui, il est plus antisémite. Oh, il va falloir s'habituer. Oh là là, mon Dieu. Alors mobilisation générale. D'ailleurs, je vous remercie d'être quand même venu au spectacle. Voilà, alors si jamais vous voyez des places vides, c'était des gens d'extrême droite, hein, qui sont allés donc voir soutenir la grosse blonde. Et là, il faut y aller, hein. Alors, mobilisation générale, pétition, meeting de soutien, etc. C'était aujourd'hui, hein, 15h, place Vauban. Et là, j'ai des notes, là, mais j'arrive pas à me relire. Donc, alors là, j'ai un pâté, je vous jure. Quand je l'ai écrit, ça m'a fait rire. Et je n'arrive pas à me relire, hein, c'est con. Voilà, alors sinon, bon, tout ça pour dire que, heureusement quand même que l'extrême droite est là pour défendre la démocratie, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Oh. Et voilà, Marine Le Pen qui a reçu le soutien, alors là, de Orban, vous avez vu, Musk, et Vladimir Poutine.
qui dénonce, je cite, hein, dans l'affaire Le Pen, une violation des normes démocratiques. Et là, tu fais... C'est trop, là. C'est trop... Parce que lui, c'est vrai qu'au niveau des normes démocratiques, c'est un connaisseur. Hein, c'est un pro, lui. C'est Ligue des champions, lui. Hein, voilà. Alors, finalement, je me dis... après tout ça, je me suis dit, tiens, on va peut-être profiter de la cigale. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on s'en refaisait Bella Ciao. Vous êtes d'accord? Allez, tiens, Maxou, reviens. Alors, vous reprenez en chœur, hein, comme si vous étiez ministre à l'époque. Alors. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao. E se io muoio da partigiano, che mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna, oh bella ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra del bel fior. Tutta la gente che passerà, oh bella ciao. Tutta la gente che passerà mi dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà. Oh, ça fait du bien. Monsieur Maxime Perrin à l'accordéon. Alors, on en est où, là? Ah, alors, le dossier, on va ouvrir un gros dossier. Alors, Donald Trump. Alors, Donald Trump investit, donc, le 20 janvier. Hein, ça fait même pas 3 mois hein, qu'il est président. J'ai l'impression que ça fait 30 ans. Moi. Alors, investiture, il y avait tout le gratin de l'extrême droite internationale, mondiale, et Bernard Arnault. Alors, et lui, pareil, il a fallu qu'il aille vite. Et plus vite que les autres. Vous avez vu? Ah, ça va vite! Il doit être sur le Guinness des records, lui! Et il a signé. Vous avez vu? Investiture. 100 décrets en 24 heures. Hop! Il a chopé une tendinite. Voilà. Alors, décret anti-immigration, anti-transition écologique, anti-progrès, repli sur soi, protectionnisme, obscurantisme, orgie d'hydrocarbures, hyper-conservateur, etc. Marine Le Pen, à côté, c'est une socio-libérale. Alors, il veut faire, alors dans le désordre, hein, parce que là, c'est compliqué, il est un peu tordu. Un Anschluss sur le Canada. Alors au départ, tu fais, oh bah quand même, puis finalement... Alors, et annexer le canal de Panama et le Groenland. Alors, le Groenland. Et là, tout d'un coup, ça nous a permis, le monde entier quand même, de découvrir le Groenland. Hein? Parce que juste avant le Groenland, on s'en battait les couilles, mais alors... moi, je savais même pas qu'il y avait des habitants. Tu vois, c'est... Eh ben, il y a 56 000 habitants, dont 50 000 alcooliques.
L'espérance de vie est de 70 ans, hein, c'est 9 ans de moins qu'en Europe. Le taux de suicide, 7 fois supérieur à l'Occident. Voilà, un pays où il fait bon vivre. Voilà, voilà, évidemment, donc, bon, c'est dans le sous-sol qu'il paraît qu'il y a des trucs pas mal. Alors, et pourquoi je vous en parle? Imaginons. Donald Trump a mal dormi, il sait pas s'il a perdu au golf la veille, paf, et tout d'un coup il se dit, j'annexe le Groenland. Donc là c'est pas la peine, il envoie 3 à 4 000 soldats, pof, il annexe le Groenland. Groenland qui donc appartient au Danemark. Danemark qui fait partie de l'Union européenne, et quand un pays de l'Union européenne est attaqué, nous sommes censés le défendre. Bien, imaginez demain matin, on entend ça, 9h à la radio, Donald Trump a annexé le Groenland. Que fait l'Europe? Moi j'ai trouvé, c'est là que j'ai trouvé, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé qui est l'Europe. L'Europe me fait penser à un grand comédien français. Voilà, vous allez comprendre. Voilà, le matin, 9h, la radio, on nous annonce, Donald Trump a annexé le Groenland. Réaction de l'Europe. Ah bah dites donc! Ça c'était avant le clash, après ils se sont énervés. Alors, concernant Donald Trump, il y a encore plus dangereux que lui, hein, ceux qui l'entourent. Vous avez vu là, il y a une armée là, parce que eux, ils réfléchissent. Et ils sont jeunes. Voilà. Alors sur l'Ukraine, on va prendre déjà ce dossier. Alors Donald Trump, vous vous rappelez, est passé pendant sa campagne, il allait régler la paix en Ukraine en 24 heures. Hein. Après, bon, il est arrivé, il a regardé sa montre, il a fait... Allez, 100 jours. Bon, 100 jours. Et comment allait-il obtenir la paix? Déclaration quand il arrive à la Maison-Blanche. Je cite textuellement. Comment allez-vous obtenir la paix en Ukraine? En produisant plus de pétrole et de gaz, nous ferons baisser les cours du baril et la guerre en Ukraine s'arrêtera. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, et là tu te dis ça pue. Ça pue parce que là il est en train de lâcher les Ukrainiens comme des vieilles merdes et que va faire l'Europe? Parce que l'Europe, tout d'un coup, va se retrouver seule face à Poutine. Et qu'est-ce que l'Europe va dire à Poutine? Ah bah dites donc! Hein? Ah bah dites donc! D'abord, il m'a pris la Crimée, maintenant l'Ukraine, pourquoi pas mon vélo? Voilà. Et puis soudain, il y a eu le clash. Vous vous rappelez? Le piège, l'humiliation du président ukrainien Zelensky. Vous avez dû regarder, hein, à la Maison-Blanche, comme ça, traité comme une vieille chaussette trouée, comme ça. Humilié, et ça c'était juste après la visite de Macron à Washington. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y était allé la veille ou l'avant-veille, voilà, tout seul, en réglant le problème. Ah oui, il réglait le problème, hein, non, parce que lui il règle tout, c'est un malade mental, hein, il est allé là-bas, oui non, it is my friend, Donald. Voilà, je sais pas, vous avez vu la conférence de presse, il essayait de lui parler, l'autre l'écoutait même pas, il faisait yes. Et donc, il fait ça, et derrière, tout ce que je vous dis est vrai, hein. Il rencontre Trump, il appelle Zelensky en lui disant « Tu peux y aller, j'ai tout réglé. » C'est comme quand, juste avant la guerre en Ukraine, je ne sais pas si vous vous rappelez la réunion avec Poutine, là, quand il y est allé, la table de 10 mètres de long, là. Pareil, il va là-bas, comme ça, tout seul pour représenter l'Europe. Hein. Et l'Europe, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, mais vous pouvez y aller avec quelqu'un? Non, it is not la peine. Non, mais j'y vais, vous inquiétez pas, je vais tout régler, comme d'habitude, tu vois. Nous, on savait que ça allait foirer, tu vois. Et il va, comme ça, il revient. En plus, il est content, il fait... Je lui ai parlé à Vladimir, it is my friend. Hein, 2 jours plus tard, hop, la guerre. Les droits de douane, pareil, quand il va voir Trump comme ça, après il rappelle le Van der Leyen, hein, qui s'est échangé à Bruxelles, et il lui dit c'est bon les droits de douane, hein, j'ai parlé, it is my friend. Tout est réglé, tout est...
Puis 2 jours plus tard, plus 20%. Alors, surtout les produits européens, parce qu'avant la vraie guerre, il y a la guerre mondiale, la guerre économique. Alors, je ne sais pas si vous avez la conférence de presse il y a 3 jours, hein, de Donald Trump, avec le tableau avec les droits de douane. C'est le tableau, les punis, tu vois. Alors, les punis sont... Alors, il y en a... Alors, il y a des trucs. Nous, alors, l'Europe, c'est 20%. Tu fais, bon, on est au coin, mais ça va. Et alors, le Vietnam, 46% de droits de douane. Ils ont toujours un problème avec le Vietnam. Hein, la Chine, 34% de droits de douane. Et derrière, les Chinois, eux, c'est pas Bourville. Hein. Et les Chinois, derrière, ils ont fait... Nous aussi, 34. Puis là, il y a un pays, je sais pas si vous avez vu, 26% de droits de... La Suisse. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils exportent trop de montres, de chocolat et de fromage. Ou bien, la Russie, 0%. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la Russie? Alors, et donc pour tous les économistes mondiaux, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, qu'ils soient libéraux, atterrés, tout ce que vous voulez, c'est une connerie, ça va créer de l'inflation, de la récession, c'est perdant-perdant. Pour Donald Trump, c'est un petit moment dur à passer. Voilà. Et là, tu te dis, bon, là, l'Europe va réagir quand même. Qu'est-ce qu'on va... Et là, il y a une... Là, oh là Van der Leyen qui a dit... Alors vraiment, là, c'est d'une violence, je vous préviens tout de suite. Hein. Il faut arrêter d'être naïf. Oh, mignon. Alors... et puis alors derrière, ça y est, on a monté le ton, hein, ça commence à gueuler en Europe. Hein. Il y en a plein qui ont fait QA. Et bien, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va augmenter les droits de douane sur le whisky. Et Trump a dit, bah, si vous faites ça, nous, on va taxer le champagne et le vin français à 200%. Et là, ils ont fait QA. Tu vois, alors bref, donc l'humiliation de Zelensky, le piège tendu hein, à la Maison Blanche, et là, il arrive, tu pourrais t'habiller correctement, trou du cul, enfin bon, etc. Et tu pourras dire merci avec tout le pognon, hein, connard. Alors, Trump qui lui dit quand même, qui le traite de tous les noms, qui lui dit, vous jouez avec la 3e guerre mondiale. Moi, je suis un faiseur de paix. Tu vois, Zelensky, qui est quand même un ancien humoriste, aurait pu faire... Mais on voyait qu'il était tendu du slip. Alors, et tout d'un coup, Trump qui lui dit « Concluez un accord de paix, sinon on vous laisse tomber ». Et là, là, ça commence à craindre du boudin, là. Il va pas le faire, l'ordure. Si, le lendemain. Plus de renseignements militaires américains, plus d'images satellites, d'interception de communication, enfin bref. Et là, on se rend compte que pendant quelques jours, sans les Américains, les Ukrainiens, vraiment, rien, sont aveugles et sourds. Voilà. Donc là-dessus, notre président, oh toi Seigneur, appelle Zelensky, qui lui répond encore, hein, il est patient. Et qui lui propose, qui lui dit, bon, comme vous avez plus les renseignements américains, on vous donne, on met à votre service les renseignements français. L'autre est parti en courant, il a laissé le... Non, parce que pour vous situer le niveau des renseignements français, militaires français, avant la guerre en Ukraine, vous vous rappelez, il y avait à peu près 200-300 000 soldats russes massés le long de la frontière ukrainienne. Nous, on les avait pas vus. Voilà, mais on a la bombe atomique. Mais on ne sait pas où elle est. Alors, bon, d'un autre côté, évidemment, on le critique sans arrêt, mais on peut quand même, on peut comprendre un peu Donald Trump. Enfin, non? Essayez de... Si. Oh, mais c'est trop facile de faire. Oh, il est... Oh. Pour un agent immobilier. Voilà.
La terre, une terre, ça n'a pas la valeur, il n'y a pas d'émotion, de sentiment. C'est une terre, c'est un endroit où tu construis des immeubles. Voilà, ou des terrains de golf. Ça, c'est dans la bande de Gaza, on en parlera après. Voilà. Et surtout, normalement, un agent immobilier, ce qu'il veut, c'est qu'on rembourse ses frais. Voilà, c'est tout. Et d'un coup, en quelques jours, parce que maintenant il est comme ça, le monde. Ça va vite. Tout bascule. En quelques jours, on passe de Joe Biden, vous vous rappelez? Joe Biden ne s'est pas représenté, il n'a pas passé le protocole commotion, lui. Pour qui Poutine était, je cite, hein, un salopard cinglé, à Donald Trump, pour qui Poutine, t'es mon copain. Voilà. Et alors après l'humiliation de Zelensky, on s'est dit, mais l'Europe va réagir quand même. Et là quand même le lendemain, il y a eu une réaction. Attention, l'Europe a fait... Oh bah dites donc. Voilà, il paraît qu'ils ont eu peur là-bas, hein, voilà, et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça s'est emballé. D'un coup, il y a eu une prise de conscience au niveau de l'Europe, de tous les pays d'Europe. Toute l'Europe a fait quoi? Mais alors, quoi? On va se retrouver tout seul en Ukraine? Et il y en a un qui a fait oui? Quoi? Mais alors, alors, du coup, on est vraiment en guerre? Et il y en a un qui a fait bah oui, on est en guerre depuis 3 ans. Quoi? Mais normalement, avec l'Europe, c'était pas possible. Oui, mais on est en guerre. Quoi? Et puis alors, là, le problème, c'est qu'il y en a un, à un moment donné, qui a fait oui, et en plus, on n'a pas d'armes. Quoi? Eh ben, va falloir qu'on en fabrique. Et par contre, va falloir qu'on les paye nous-mêmes. Quoi? Oh. Et c'est le Premier ministre polonais qui a eu la phrase qui résume, mais alors totalement, l'ambiance générale, tout d'un coup qui fait « L'Europe s'est réveillée ». Ce qui veut donc dire qu'elle dormait. Alors, et notre président de la République, oh toi Seigneur, qui, souvenez-vous, n'existait plus hein, avant ça. Il s'emmerdait, hein, le mec était mis de côté, puis personne l'écoutait, enfin c'était... Il se faisait chier, etc. Il répondait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, il répondait il était sur TikTok. Il répondait à des influenceurs qui se plaignaient sur TikTok d'avoir été verbalisés à un péage parce qu'ils avaient... Ce que je vous dis est vrai, hein. Voilà. Moi, j'aurais pas pu l'inventer, tu vois, parce que j'aurais dit c'est pas crédible. Tu vois, eux le font. Et donc, il répond à des influenceurs qui se plaignaient sur TikTok d'avoir été verbalisés à un péage parce qu'ils avaient payé par téléphone. Bon, c'était là 69. Les influenceurs n'ont pas toute leur tête. Et il leur a répondu « Merci pour l'alerte ». Et derrière, le mec se fait tellement chier, je sais pas si vous vous rappelez, il a décidé qu'il s'occuperait du ravalement de façade du Louvre. Ouais, tout d'un coup, il fait une conférence de presse, ça, il prend les choses en main. Mais comme moi, tu vois, le même pupitre, enfin pas le même, hein, sinon je l'aurais jeté. Mais il y avait la Joconde derrière, hein, toujours cette modestie. Et là, il annonce à tout le monde, voilà, maintenant je suis maçon. Voilà, j'attaque une carrière de plâtrier peintre. Il va s'occuper de la... Non mais vraiment, hein, du raval personnellement, tout ça. Du coup, derrière la Joconde. On sait maintenant d'où vient ce sourire énigmatique. Le problème, attendez, c'est pas fini, c'est que derrière, il a dit, pendant les travaux, on va déménager la Joconde. Et je vais m'occuper personnellement d'elle. Elle a fait la gueule, hein. Ah ben, allez vérifier, hein, du coup, maintenant, elle vaut plus 1 euro. Alors, et du coup, Macron, qui n'était, mais alors, qui était presque plus rien, devient chef de guerre. Et il attendait sa guerre. Hein. Et là, il fait une allocution à la télé, je ne sais pas si vous avez regardé, le 5 mars, alors habillé en noir, hein, parce que comme il va parler de guerre, il faut être en noir. Et comme pour le Covid, vous vous rappelez, il dramatise, et comme pour le Covid, vous vous rappelez la première intervention Covid? Cette fois, nous sommes en guerre. Et là, moi, je me suis dit, il va dire, nous avons un virus. Et là,
Et là, c'est parti. Voilà, nous sommes au bord d'un conflit mondial. Qui peut croire que la Russie s'arrêtera à l'Ukraine et que t'as envie de lui faire? Bah toi, connard. Tu as. Et là, le temps, j'ai noté quelques phrases, le temps de l'innocence est révolu. Comme à Bétaram. On en parlera après. Oh, arrêtez. Non, oh. Alors, et la phrase la plus importante, nous allons passer dans une économie de guerre. Ça, alors là, et Macron, tout d'un coup, qui n'existe plus, revit. Et là, il s'est autoproclamé la semaine dernière pilote de la coalition des volontaires. Ouais, madame. Alors, on ne sait pas ce que c'est, cette coalition, qui est volontaire, mais lui, il est pilote. Voilà. Non, moi, je pense qu'il faut l'enfermer, mais je le dis depuis longtemps. Alors... en Europe, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout d'un coup, l'Europe s'est réveillée. Alors, branle-bas de combat, et là, tout d'un coup, et l'Europe se met à faire ce qu'elle sait faire le mieux depuis le début, des réunions. Et là, la deuxième réunion a lieu, alors pas en France, hein, du coup, il a fait un caca nerveux, l'autre, et a lieu, alors, réunion de l'Union européenne. Hein. Moi, il y a des fois, tu fais, excusez-moi, mais la réunion a lieu à Londres. Et là, tu fais, ils sont revenus, là, je sais pas. Et on n'est même pas au courant. Oh là là. Bon, vous me direz, les réunions pour la paix en Ukraine ont bien lieu en Arabie Saoudite. Chez Ben Salman, là, le coupeur de tête de journaliste, vous avez vu, là. Lui, pareil, hein, au niveau démocratie. Oh, c'est un mec, il est... oh, tu vois sa tête, tu vois une urne. Alors, et là derrière, hop, l'Europe s'enflamme, c'est parti. Oui, on va partager la bombe atomique avec tout le monde. On va rapprocher nos armées, on va faire des partouzes militaires. Voilà. Et là, il y en a même qu'on fait. Oui, et on va envoyer des soldats, nos soldats, sur le front ukrainien. Et là, il y en a un qui a fait, on va pour se battre. Et là, tout le monde a fait, ah non. Voilà. Et là, même, à un moment, il y en a un qui a eu une idée, et le pire, c'est qu'ils l'ont fait. On va faire un livre blanc de la défense. Et là, ils l'ont fait. Et dans le livre blanc de la défense, on apprend, tout ce que je vous dis est vrai, hein. On apprend que l'Europe sera prête en 2030. Il y a Poutine qui les a appelés, qui dit « Je vais attendre ». De toute façon, s'il n'attend pas, c'est pas grave. Parce que le livre blanc, eh ben, on va lui jeter à la figure. Voilà. Et on va lui faire mal avec le coin. Et c'est parti. C'est le délire. Au niveau de l'Union européenne, évidemment, on fera la moitié ou le quart de tout ça. On va augmenter tous les budgets militaires dans tous les pays. Vous avez vu? C'est la surenchère. Il y a un pays qui commence, nous on va augmenter de 1,5%. Et là il y en a ah bah nous 2. Et là il y en a qui fait, nous 3. Et là, pan, 4, c'est parti. Et tout d'un coup, jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise, un stagiaire, je pense, français. Mais on n'a pas d'argent. Et là, tout le monde a fait « Oh, putain, casseur d'ambiance, toi !» Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même un problème au niveau du budget, nous. Des déficits, là, il est un peu... l'endettement repart en France, pas que l'endettement de l'État, des ménages aussi, vous avez vu? C'est reparti, hein, ça s'était arrêté. Le trou de la Sécu aussi. Vous avez vu? Ça faisait longtemps qu'on n'en entendait plus parler, hein, du trou. Et il est revenu. Il est revenu, puis alors... Voilà. Et c'est marrant parce que c'est un trou et on le voit beaucoup. Comme dirait Bérou en parlant de Bétaram. Mais on en parlera après. Alors, 800 et l'Europe annonce. Hop. Eh bien, nous, l'Europe, oui, nous, au petit dedans, va augmenter son budget militaire et va dépenser 800 milliards pour son armement.
Et là, tu fais, waouh! Et là, la France, alors, nous, on va dépenser 50 milliards! Et là, il y en a qui fait, on n'a pas bien entendu. Ah, ben nous, on va dépenser 4 milliards! Voilà. Et là, tout le monde a fait, d'accord. Puis là, visiblement, j'ai l'impression que c'est 5 milliards. Alors là, il y a notre ministre de l'économie, on en a encore un, qui dit, allez, il va falloir qu'on trouve 5 milliards. Alors ça, j'ai pas compris. 5 milliards d'argent frais. Tu me diras, il aurait fallu qu'on trouve 5 milliards d'argent sale, là, on aurait trouvé très vite. Ah bah, tapez le Guéant, Sarkozy, Hortefeux, Le Pen, là, mais... Alors... Bon, en résumé, vous l'aurez compris, c'est le quoi qu'il en coûte de la défense. Et alors, le pognon, évidemment. Alors, il faut trouver de l'argent pour évidemment, les obus. C'est pas gratuit, les obus. Zobis. Des fois, je me surprends moi-même. Alors, le pognon. Et alors, qui a une idée? Et là, il y a notre président de la République. Hein. Oh, toi. Tout d'un coup, il fait une interview. Et puis alors, évidemment, il s'en pupissait parce que personne l'écoutait. Et... on lui dit, alors comment trouver cet argent pour l'armement? Réponse de Sarkozy textuelle. Hein. De Macron. J'espère que lui aussi va... parce que le financement de sa campagne... enfin, on en parlera un autre jour. Alors, le pognon, Macron, comment trouver de l'argent pour l'armement? Réponse textuelle. Macron, hein. Les solutions de demain ne pourront pas être les habitudes d'hier. Et là, tu fais, il est malade. Voilà, comment payer cet armement? On fait appel à des investisseurs privés, comme Notre-Dame. Un emprunt national, les avoirs russes qui ont été gelés, comme ça, est-ce qu'on les dépense? Et un fonds souverain bleu-blanc-rouge. Et puis tout d'un coup, il y a une idée et je vous jure, je voulais le mettre dans ma revue de presse comme une blague. Mais vraiment, hein. Et ils y ont pensé avant moi. Et c'est en train de se développer, je vous préviens tout de suite. Hein. Comment financer le réarmement en France? Passer l'âge légal de la retraite à 70 ans. ça rigole moins, là. Hein. Qui n'est pas encore en retraite dans la salle? Il y en a quand même pas mal, là, non? Voilà. Alors vous allez en chier, mais vraiment. Voilà. Et il y a des retraités? Oui. Voilà. Enculé! Donc, parce qu'au niveau de la retraite, il y a eu comme un... Vous savez, à un moment donné, on a eu une sorte de suspense. Quand il y a eu un Bayrou qui est arrivé, comme ça, on va rediscuter la réforme des retraites, vous vous rappelez? Les socialistes ont discuté avec Bayrou. Oh là, ça fait un problème, ça. C'est pour éviter la censure. Alors, du coup, Mélenchon, bon, bah, il était pas... Déjà qu'il n'est pas souvent de bonne humeur. Hein. Mais là... Oh là là, je sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a des socialistes dans la salle? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Est-ce qu'il y a des socialistes dans la salle? Ne parlez pas non plus. Et est-ce qu'il y a des mélenchonistes? Ah merde. Alors je change un peu le texte. Non, mais non, j'allais dire... Non, il y avait marqué, on a quand même un petit problème avec Mélenchon. Non, en fait, il y avait marqué, on a un gros problème, mais... mais en fait, il est petit, hein. Voilà, alors pour ceux qui sont assis à côté des mélenchonistes, là-bas, ne les regardez pas dans les yeux. Okay? Non, parce qu'ils peuvent... Non, Mélenchon n'était pas content parce que... qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, Jean-Mao Mélenchon a dit, on ne discute pas avec le pouvoir, nous, c'est tout ou rien. Et on lui a répondu, eh ben, c'est rien. Et il a répondu, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai résumé le truc, là. Alors... Mais Mélenchon, on a quand même... Quand je dis on a un problème, bon, on n'a pas... C'est pas... Bon... Non, mais on dirait, on a l'impression, mais sûrement je me trompe.
qui fait tout pour saboter tu vois, même quand tout allait bien, comme ça, t'as l'impression que le mec, il se réveille le matin, comme ça, on lui dit tout va bien, et tout d'un coup, il fait qu'est-ce que je pourrais faire pour faire chier, moi? Tu vois? Mais moi, je pense que inconsciemment, hein, même lui, il n'est pas au courant, attention, hein. Je pense qu'il veut pas le pouvoir, moi, je dis depuis longtemps. Il veut pas le pouvoir, c'est un opposant professionnel. S'il prend le pouvoir, il perd son job, hein. Voilà. Et Non, n'applaudissez pas ça, ça va les énerver encore. Voilà, puis maintenant qu'il n'y a plus Marine Le Pen, qu'est-ce qui va devenir? Voilà. Et alors moi, je trouve, en finissons-en avec Mélenchon, enfin finissons-en, non. Non. Enfin, bon, si jamais. Alors, j'ai tombé sur une parole d'un psychiatre qui parlait de Mélenchon. Il faut ça, de toute façon, hein, pour comprendre. Et je trouve qu'elle lui va comme un gant. Voilà. Psy qui parle de Mélenchon. Ce qui est important chez lui, c'est ce qu'il ne dit pas. Voilà. Donc, la réforme des retraites, souvenez-vous, il y a eu comme une sorte de suspense, comme ça. Est-ce qu'on va la suspendre, pas la suspendre, etc. Gel, pause, interruption, arrêt momentané. Et tout d'un coup, là, le nouveau gouvernement, les mecs ont des idées, des fois. Même toi, tu fais, mais ça vient d'où? Les mecs font, ils nous annoncent que la réforme des retraites va faire l'objet d'un conclave. Jamais on n'aurait pu trouver. Tu mets ça dans un jeu télévisé, personne trouve. Un conclave, après une mission flash, et ensuite des discussions intersyndicales. Et là, tu te dis, putain, il y a des fois, ils nous prennent pour des cons. Là, on en est sûr. Alors, et d'ailleurs, où en est ce conclave sur les retraites? Alors finalement, François Bayrou a dit on ne reviendra pas sur l'âge de départ à la retraite, parce qu'à cause de l'économie de guerre, faut comprendre, hein. Va falloir vous y habituer à cette phrase-là. Hein. Ah, je voudrais un peu, tu t'as pas 100 balles. Non, l'économie de guerre. Alors, le mec envoie quand même un bourre-pif en pleine paix, alors que les socialistes avaient fait un effort. Alors, les socialistes se disent choqués. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. Alors, mettez-vous à leur place. Enfin, non. Non, c'est une blague. Et alors finalement, ce conclave, visiblement, ne sert plus à rien. Moi, je pense qu'ils vont finir en fait par élire un pape. Voilà. Bon, revenons à notre réarmement. Donc, finalement, une solution a été choisie. L'État va ouvrir un fonds pour investir dans la défense. Voilà. C'était con, il suffisait d'y penser au début. Voilà. Et vous pouvez participer si vous voulez. Hein? Qui veut participer? Voilà, vous bousculez pas, hein? Alors, évidemment, quand les Russes seront à Porte de Clichy, hein? Et là, vous direz, oh, j'aurais dû donner 500 balles! Il y a des fois, vous m'énervez! Et d'ailleurs, d'après un sondage, enfin, c'est pas un sondage, j'ai un peu fait la synthèse de tous les sondages, enquêtes d'opinion sur le sujet. Ça nous fait à peu près une moyenne. Sondage. Question. Donc des milliers de Français. Hein. Approuvez-vous le réarmement? Réponse, oui, 64%. Bien. Deuxième question. Êtes-vous prêt à faire des sacrifices pour le réarmement? Non, 64%. C'est exactement les mêmes, peut-être, hein. Et là, tu sais pas que le sondage a été réalisé en France, tu vois les résultats, tu fais, c'est français, ça. Et alors, ce réarmement, hein, parce que là, on n'a pas fini, on va en bouffer, ça concerne en France 4500 entreprises moyennes et petites. Je vous rappelle que la France est le deuxième exportateur d'armement derrière les États-Unis. Alors on dit, ouais, l'argent, ça va nous coûter cher. Moi, je pense que ça va nous rapporter un max. Hein. J'ai lu ça, c'est 1 euro investi dans l'armement génère 1,7 d'activité supplémentaire sur les 10 ans. Laissons-les faire, nous on va...
Ah, on va ramasser, mais on va... Putain, merci Trump. Alors, sinon, il y a 2 termes maintenant qu'il va falloir assimiler. Alors, il y en avait un, on était déjà habitué, c'est dérèglement climatique. Hein, ça y est, on vit avec. Et maintenant, économie de guerre. Voilà. Elle est chouette, cette époque. Voilà. Moralité de toute cette histoire, Trump est en train de construire l'Europe. Voilà. Et voilà, même, vous avez vu, au Groenland, il est en train de rassembler tout le monde. Le Groenland pense à son indépendance. Il est en train d'unifier le Canada, fortifier le Danemark, le Panama, le Mexique. Là, au bout d'un moment, tu fais qu'est-ce qu'il cherche exactement? Peut-être qu'en fait, il veut notre bien. Peut-être qu'il veut ruiner son pays pour le vendre à la Chine. Mais non, mais on ne sait pas, vous savez, des fois, moi, je dis des conneries comme ça, et puis 1 an plus tard, tu fais « c'est ça ». Alors, sinon, on a eu l'épisode aussi de Trump. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu saoulant, hein. D'ailleurs, les médias feraient bien d'arrêter de temps en temps d'analyser sa moindre phrase. Alors, Trump et la bande de Gaza. Alors, bon, là, on va parler un peu des Juifs, hein, donc calmez-vous. La bande de Gaza veut déplacer les habitants, vous avez vu, 2 millions à peu près, en Jordanie et en Égypte pour faire le ménage. Bon, pareil, tout le monde a fait « Oh, c'est une honte !» Enfin, merde, quand même, quand vous êtes chez vous, vous faites le ménage. Bon, enfin, vous faites pas le ménage, à part les mélanchonistes là-bas, mais... Quand vous êtes chez vous, il y a la femme de ménage, elle fait le ménage. Bon, est-ce que vous restez dans ses pattes? Non. Vous allez en Égypte. Alors, il veut transformer, donc Trump, vous avez vu la bande de Gaza en Riviera. Voilà, et placer l'enclave sous contrôle des États-Unis, enfin le BTP américain. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a le Premier ministre israélien qui est bien givré lui aussi. Là, on le voit en direct entendre Trump déclarer ça. Et même lui, comme ça, il fait... C'est pas vrai! Oh la vache! Et là-dessus, t'entends ça, tu fais... Mais enfin, l'Europe va quand même réagir! Et là, l'Europe a réagi. Alors attention, hein. Oh bah dites donc! Et alors donc... Mais Trump, finalement, c'est un mec... Il est plutôt... il est assez marrant, finalement. Moi, il me rappelle souvent, vous savez, les gamins de 6-8 ans, qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Tu vois, les gamins ingérables, ouais, j'ai plus envie de faire ça, ouais, enfin, ouais, tu vois. Et il est, par exemple, tu vois, c'est un mec, tu vois, il fait, ouais, la dame, ouais, t'es grosse. Tu vois. C'est un exemple, madame, hein, j'ai pas mes lunettes, je ne vois rien du tout. Hein, donc, mais faites gaffe quand même, hein. Et il parle que ça, et tu vois, c'est Trump, un jour peut-être qu'il va dire ouais, on en a marre de jouer là-bas, si on annexait l'Alaska. Et là, il y a quelqu'un qui va lui faire dire, c'est un État américain, Donald. Et on s'en débarrasse alors. Voilà, mais alors, il y en a, par contre, et c'est là où je pense que le commerce va peut-être nous sauver, c'est que ceux qui l'ont financé, hein, les milliardaires, hein, vous avez vu, hein, ils étaient bien accompagnés, hein, là, quand les affaires vont, quand ça va baisser, là, ils rigolent pas, les mecs, hein, ah non, ah, c'est des sévères, hein. Ah oui, Trump à côté, c'est une nurse, hein. Et eux, là, ils vont le calmer, hein, ils vont lui dire, hein, Donald, wow, mollo. Sinon, là, on trouve un tireur, mais qui vise bien, ce coup-là, tu vois. Un petit jeune de Marseille. Voilà.
Et vous avez vu, donc, Trump n'était pas tout seul, hein, il a été élu avec une bande de milliardaires, en particulier en duo. Il était en duo avec Elon Musk, hein, sa couille droite. Ils étaient bien tous les deux, hein, Pipo et Mario. Des clowns tristes, hein, anti-woke, masculinistes, homophobes, enfin des vrais mecs, tu vois, comme, hein, pas des tapettes, tu vois. Pas de la fiotte genrée, tu vois. Des mecs, t'es là, tu les vois, tu fais, putain, c'est des mecs. Et alors, d'après les médias, les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent le... et qui ont calculé que pendant tous ces derniers mois, Trump et Musk ont passé plus de temps... quelqu'un s'est évanoui, là. Alors, Trump... Il se passe des trucs dans la salle, là. Ça se trouve, il y en a qui sont en train de forniquer dans le coin, là. Voilà, qu'est-ce que tu penses du spectacle? Arrête de bouger. Alors... Donc... Trump et... je rigole, mais un jour, ça m'est arrivé. Alors... Et on n'a pas pu les faire arrêter, hein. Trump et Musk... donc... alors... Bon, je recommence tout depuis le début. Voilà, ils sont... Ah oui, il y a les médias qui ont dit... Il y a un journaliste qui a calculé que ces derniers mois, ils avaient passé plus de temps ensemble qu'avec leurs femmes respectives. Est-ce qu'ils coucheraient pas ensemble? Moi, je pense que si. Je pense que c'est deux gros pédés. Je pense que c'est des enculés. Je pense que c'est deux gros fils de pute qui se défoncent l'oignon et qui s'assoient sur des petits Suisses sans abîmer le papier, bande d'enculés. Oh, ça fait du bien. Je vous avais prévenu au début, je reviens aux fondamentaux. Hein. Ah bah oui, eux ils en profitent. Reprenons ça, non, franchement. Alors, Musk, c'est un mec quand même. On dit, Elon Musk, oui, bon, à un moment donné, il a quand même soutenu Obama. Hein. Bah oui. Hein. C'est-à-dire, idéologiquement, c'est instable. Ah bah c'est les commerçants, hein. Et il a aussi été soutenu par le créateur de Facebook, là, l'éternel adolescent, là, qui est devenu trumpettiste aussi, lui. Zuckerberg, là, masculiniste, Bezos aussi. Tous les mecs de la tech. Vous savez, tous ces mecs qui, quand on est les années 70, 80, qu'on nous présentait comme des... Vous savez, ces petits génies qui allait sauver le monde, hein, le solutionnisme, vous vous rappelez, le numérique, hein, qui allait rendre nos vies, mais c'était genre, grâce à eux, ça allait être le paradis, enfin, tu vois, et tous, ils avaient tous, vous vous rappelez, les documentaires, ils tous commençaient dans un garage, tu vois, dans lequel il pleuvait parce que le toit, il pouvait pas... Et tu te dis, putain, ils ont commencé dans le même garage. Et tous ces mecs-là qui étaient des progressistes à l'époque nous présentaient comme ça, en fait, dès le départ, c'était des enculés. Mais on l'a pas vu. Alors, et du coup, tous ces archimilliardaires maintenant, à côté duquel, je sais pas si vous avez eu un super documentaire, regardez sur le capitalisme, c'est sur Arte, c'est trois épisodes, le capitalisme américain. Les mecs du numérique, là, Rockefeller à côté, c'est un crève-la-faim. Hein. Et ils veulent toujours plus d'argent, donc plus de dérèglements, moins d'État, moins de barrières, et beaucoup d'eux. Voilà. Et à tel point qu'ils ne savent plus quoi faire de leur pognon, ils ont décidé d'acheter la démocratie. C'est une bonne idée, non? Bah, évidemment, vous faites la gueule parce que vous avez pas assez. Bon, moralité, actuellement dans le monde, la connerie est beaucoup mieux répartie que la richesse. Voilà. Bon. Alors, heureusement, bon, il y a quand même des trucs qui vont mieux. Le Proche-Orient, par exemple. Faites un effort, là, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Enfin, évidemment, ça c'est pas... Mais, hein la Syrie, par exemple. Regardez, alors, hein
La Syrie libérée. J'ai bien aimé le titre le lendemain dans les médias. La Syrie libérée par des islamistes radicaux. Un oxymore. Enfin, on dit islamistes radicaux, faut pas non plus. Ils ont l'air cool plutôt, ceux-là. Vous avez vu leur chef, là, en Syrie? Le mec s'est rasé la barbe, il a remis un costume, il a pris son vrai nom. Dans 3 mois, il tue le cochon, lui. Mais j'espère qu'ils sont pas dans la salle. Et alors, mais il y a des pays quand même tu te dis, la Syrie, le Liban, tout ça, tu te dis, il y a des pays qui n'ont pas de bol. Hein. L'Iran, oui, si on fait la liste, là... Voilà, enfin bon, l'arabe. Alors, c'est quand même 52 ans de Al-Assad en Syrie. Voilà, boucher de père en fils. Là, ils décident de fermer la boutique. Et là, ils sont remplacés par un autre boucher, mais halal. Oh la vache. Alors, sinon, au niveau du conflit, israélo-Hamas, israélo-Hezbollah, israélo-Liban, israélo-Palestine. Alors, il y a eu un cessez-le-feu. Faites un effort, parce que sinon, montrez que vous avez mauvais fond. Bon, on sait très bien que les cessez-le-feu au Proche-Orient, c'est comme le rassemblement de la gauche. Ça va péter, mais on ne sait pas quand. Bon, alors, d'un autre côté, Netanyahou, quand même, bien, a besoin d'une guerre, sinon il va en prison. Voilà. Donc vous faites quoi à sa place? Hein? Alors évidemment, pour critiquer ça, hein? On vous donne le choix demain. Demain, on vous dit, la guerre continue, tu vas pas en prison, il continue. Vous faites quoi? Faut essayer de comprendre, ce pauvre homme. Alors, sinon, au niveau des... ça s'est arrêté la trêve, parce qu'au niveau des échanges d'otages, ça a merdé un peu, voilà. Alors, du coup, Israël a envoyé... voilà, 400 morts. Alors, avec l'autorisation de Donald Trump, hein, parce que, eh ben oui, logique, il faut tout raser, sinon la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, et il y a eu, échange quand même d'otages. C'est quand même une bonne nouvelle. Montrez un peu votre joie. Échange d'otages contre prisonniers. Alors, pour l'instant, il y a eu 33 otages israéliens échangés contre 2000 Palestiniens prisonniers. Vous, ça vous étonne pas. Vous voyez pas que le mec s'est gouré dans la calculette, là. Et alors, non seulement ça, mais on apprend, je ne sais pas si vous vous souvenez, que de 33 otages israéliens libérés, attendez, et 5 Thaïlandais. Ça vous étonne pas non plus, ça, c'est... On est dans la bande de Gaza, conflit israélo-palestinien, il libère qui? 5 Thaïlandais. Et vous? Bah oui, bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Ces Thaïlandais de merde! Ils sont pas sur le menu, normalement! Alors, comment tout ça... Il y a des moments, j'ai honte. Mais ça passe très vite. Alors, comment tout ça va-t-il finir au Proche-Orient? Alors, j'ai une théorie. Alors, comme vous l'avez vu, le chef du Hezbollah pro-iranien au Liban a été tué par l'armée israélienne. Enfin, tué, explosé, façon puzzle. Hein. Même le bâtiment. Hein. Le bâtiment, c'est un trou maintenant. Lui, c'est un paix. Bon. Explosé façon puzzle. Le chef du Hamas, hein, dans la bande de Gaza, qui remplaçait déjà celui qui avait été tué avant, a été tué aussi. Voilà. Donc, tous ces boulots, c'est des CDD. Hein. Voilà. Pourtant, ils reçoivent beaucoup de dossiers de candidature, parce qu'ils sont bien aussi, et on a beau dire aux mecs qui veulent les remplacer, on leur dire, c'est un boulot, c'est 4-5 semaines, là, hein, en ce moment. Hein. Non, j'y vais. Et alors, j'ai fait le calcul, comme ils sont bien tarés aussi, et pour succéder aux deux chefs, il y a des milliers de personnes, j'ai fait le calcul, ça peut durer plus de 2000 ans. Alors, le problème, c'est que, s'il n'en est pas un, avec le dérèglement climatique, dans 2000 ans, de toute façon, la bande de Gaza, recouverte par les eaux,
Le Proche-Orient, d'ailleurs, tout ça, c'est recouvert par... le Proche-Orient, ça va être une grande mer. Et là, il y a un mec qui va arriver, avec plein de gens derrière lui, un bâton, et ça va recommencer! Bon, ça va, vous tenez le coup? Ok, bon, ça n'a pas l'air d'être... Vous en voulez encore? Alors, le merdier chez nous. Alors, chez nous, parce qu'il n'y a pas que à l'extérieur. Alors, on connaissait... c'est con, c'était habitué. Il y avait un ordre, nouveau gouvernement, nouveau discours de politique générale, nouveau budget, hop, nouveau gouvernement, nouveau discours de politique générale, hop, nouveau... Et là, paf, nous sommes rentrés, d'après les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, dans une sorte de... alors, ce qu'on appelle une stabilité précaire. Oui. Alors, comment en est-on arrivé à cette stabilité précaire? Alors, ça a commencé, on va remonter, vous vous rappelez, les européennes, 9 juin, l'extrême droite fait péter un score, le parti du président fait un score de merde, du coup, l'ado-psychopathe fait un caca nerveux, puisque c'est ça, je dissolve. Tout ça pour, je cite, clarifier la situation. Alors, depuis, nous avons ce qu'on appelle un socle commun de la majorité, voilà, qui n'existe pas, la majorité qui n'a rien en commun, et de toute façon, il n'y a pas majorité. Est-ce que vous avez des questions? Alors, dans ce merdier, va trouver un Premier ministre. Et on est au mois de septembre. Finalement, bon, il y en a un qui sort du chapeau, 5 septembre, tac, un tube de Lexomil. Michel Barnier, dis donc, qui va pas durer, c'est la censure. Qui ne saute pas n'est pas Barnier. Bien. Alors, qui a été, je vous le rappelle, alors censuré par l'extrême droite qui a voté la censure avec la gauche, gauche qui l'insulte dans son texte de censure, gauche qui vire le gouvernement avec un parti contre lequel il a fait barrage. Est-ce que vous avez des questions? Tiens. Et à ce moment-là, on se dit, c'est le merdier, y a-t-il une solution en vue? Ouais, il faudrait que la classe politique s'entende. C'est ma meilleure blague de la soirée. Voilà, alors, et là, il faut vite un Premier ministre. Parce qu'il faut tout faire vite maintenant. Hop. Et là, Premier ministre, il y en a un, le gagnant est, et là, un tube de Xanax. François Bayrou. Et là, il n'y a pas de hasard, c'est un peu, c'est la genèse. Je veux dire, c'est lui qui a créé le Macron, hein, qui l'a mis en place, là. Et c'est le début de la fin, c'est la fin du début, ça sent le sapin, là. Hein. Et là, c'est reparti, hop, il faut un nouveau gouvernement, etc. Et là, il commence à faire les fonds de tiroir, là. Hein. Parce que personne ne veut y aller. Hein. Ce gouvernement, c'est des chances pour les baltringues. Hein. Ah oui, c'est les mecs qui avaient aucune chance, les rebuts, tu vois. Parce que c'est comme un casting de film. Tu fais un casting de film, et tu dis, voilà, j'ai un scénario, comme ça, une production. Et dans le premier rôle, on a Brad Pitt. T'appelles Brad Pitt, le mec fait « fuck you ». Ok, bon. Et là, t'appelles, et tu finis avec Mimi Mati. Je peux pas la saquer non plus, alors... Et, non mais personne veut y aller. Moi, il faut les comprendre. Qu'est-ce que tu vas aller foutre dans ce truc? Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'argent. Tu dis, mais passons directement au latex et au fouet. Mais même la gauche, qui n'a pas le chance qu'un café, là, ça va les énerver, là-bas. Oh. Oui, nous, on va y aller, pourquoi on n'y va pas? Tu vois, mais ils n'avaient pas envie d'y aller. Il aurait fallu que Macron dise à la gauche, allez-y. Et là, les mecs, ils auraient fait, oh, mollo. On n'a pas dit oui. Voilà. Et alors, donc, ils font les fonds de tiroir. Et c'est à l'image de l'époque, vraiment. On est perdu paumé, on manque de repères. Enfin, d'un coup, on passe. Vous vous rappelez, Macron, quand il est élu, 38 ans. Hop, la jeunesse au pouvoir. On nous vend du jeunisme. On y va, hein. Voilà, bon, on s'est fait baiser, mais... On y va, des jeunes. Allez, il faut du jeune, du changement. Paf. Et là, le dernier Premier ministre, vous vous rappelez, là, avant les autres. Attal, il venait de passer sa communion, hein. Enfin, tu vois, on cherchait des ministres avec des tototes, tu vois.
Et là, pan, tout d'un coup, une bande de vieux cons. Elle est où la cohérence là-dedans? Tu vois, Manuel Valls. Non, mais faites pas. Oh. Là, tu sais. Ben, ça a été, il grattait à la porte depuis 2017. Ils lui ont dit, bah, va dans la caisse. Oh. Je me mets toujours à la place des politiques. S'ils voient, les mecs, ils voient le spectacle, ils font qu'est-ce que les gens m'aiment, dis donc, c'est dingue. Elisabeth Borne, to be alive, qui revient, dis donc, à l'éducation. Première phrase qu'elle prononce, j'y connais rien. Non. Rachida Dati, qui résiste. Oh, bah vous avez bien fait. Oh, oui, oui. N'empêche qu'elle est toujours là, elle. 3 premiers ministres. Allez. Hein? Comme quoi, hein? On peut avoir des grandes dents et... hein? Oui, je sais, c'est un humour qui ne se pratique plus du tout. Voilà. Mais je ne veux pas laisser ça à l'extrême droite. Voilà. C'est vrai que cet humour ne se pratique plus, alors qu'elle continue. Sinon, qui on a? Oui, Retailleau. Ouais. Chaque gouvernement, on a un cas. Hein. C'est lui, là, c'est vraiment le Retailleau, qui veut lutter, alors, vous avez vu, contre le narcotrafic. Hein. C'est son... Le narcotrafic, hein, les trafiquants, les drogués, tout ça. Alors, le problème, il faut que quelqu'un lui dise, c'est que plus on le voit, plus on l'entend, plus on a envie de se droguer. Et ça, voilà. Et qui, lui, alors, à l'intérieur du gouvernement, développe un projet personnel, hein, comme tout le monde l'a vu, relancer la guerre d'Algérie. Ça, c'est vraiment son... Et alors, François Bayrou. François Bayrou, quand même, quand il arrive, ça fait on a vécu avec lui, hein. Ça fait 50 ans qu'il attend ça, hein. On est d'accord, hein. Premier ministre ou président. Et là, on se dit, putain, ça fait 50 ans qu'il se prépare. Le mec, c'est pas qu'il est au point, il doit être. Et il a rien branlé. Il fait discours de politique générale. Alors par contre, politiquement, le mec, tu sens que c'est 50 ans là, les mecs qui sont... Le mec arrive à décevoir tout le monde sans fâcher personne. Et là, il y a un niveau. Alors, bon, en attendant, quel que soit le Premier ministre, hein, droite, centre, gauche, de toute façon, il faudra faire des économies. Voilà, de guerre ou pas. Ça, de toute façon, c'est comme ça. D'ailleurs, le nouveau ministre de l'économie, vous voyez qui c'est? Non. Ça, vous voyez, ça, alors là, c'est de pire en pire. Hein, Non, mais vous n'êtes pas tout seul. Hein. Les gens, maintenant, les ministres, ils s'en battent les couilles, mais complètement. Bah oui, ils se disent, de toute façon, ils sont de passage. Donc, nouveau ministre de l'économie, je vais pas faire de délit de faciès, hein, mais regardez sa tête en sortant. Voilà. Tu vois sa tête, tu fais, on va faire des économies. Et alors, en plus de tout ça, la croissance recule. Et quand la croissance recule, comment veux-tu, hein, alors, et au niveau de la dette, bon, évidemment, on est toujours endetté, mais le problème, c'est qu'avec Bayrou, il fait une fixation sur la dette. Mais une vraie fixation, hein, comme Macron avec son nombril. Pareil. Non, mais rigolez pas, on va en chier à cause de ça, hein, parce que pour lui, la dette, c'est pas que de l'argent. Attention. Phrase qu'il a prononcée quand il a été nommé Premier ministre sur le perron de l'hôtel de Matignon. Cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Hein? Ah, ça rigole moins, là, hein? Là, vous sentez les pièces en train de frémir dans vos poches, là, hein? Pour lui, la dette, c'est une honte, un déshonneur, c'est immoral. Comme tout le monde le sait, François Bayrou est un homme, comment dire, imprégné de culture chrétienne. Voilà, c'est un cateau de l'arrêt. Enfin, du centre. Ah bah c'est quand même le petit-fils de Bernadette. Oh. Bernadette sous Bayrou.
ben, depuis le début, vous qui saviez tout, hein, vous saviez pas ça. Si, c'est un petit-fils. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez la vraie histoire de Bernadette Soubérou? Est-ce que je vous l'ai déjà raconté ou pas? Non, est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Oui. Alors, je vous préviens, votre vie va changer. Hein. Vous ne serez plus les mêmes en sortant. Bernadette Soubérou, donc la grand-mère de François, qui habite le même village au pied des Pyrénées. Comme ça, elle est là, elle est gamine, elle a 15-16 ans, elle est mignonne comme tout, toute fraîche, comme ça, c'est l'été, puis elle s'emmerde, et elle se dit « Oh, je vais faire un tour dans la montagne !» Et donc, hop, elle commence à monter dans les Pyrénées, elle monte, et puis c'est bien, les oiseaux chantent, il y a un petit vent frais, comme ça, le ciel est bleu, puis elle monte, elle se rend pas compte, et puis tout d'un coup, pof, elle arrive en haut, et là, elle tombe sur un berger. Un berger qui est là depuis très très longtemps. Et là, le berger, voyant cette petite fille toute fraîche, mignonne, comme un cœur, comme ça, peut pas résister, il fait « Nga !» Et là, Bernadette hurle « Ah !» Et elle redescend dans la vallée à toutes jambes. Hop, elle traverse le village et elle hurle « J'ai vu la verge! J'ai vu la verge !» C'est Patrick Font qui me l'a raconté. Alors, sinon, François Bayrou, tout allait bien jusqu'au moment de la polémique. Avec à l'école privée, là, Notre-Dame de Bétarame. Vous avez vu cette histoire? Oh, une école privée catholique où 152 plaintes pour violence et agression sexuelle d'anciens élèves. Oh, on est surpris. Et tout ça se passe dans les années 50 à 90. Or, il se trouve que François Bayrou, à ce moment-là, est dans la même région, à côté de Pau, et que ça est président de région ou député. Et on apprend que sa femme enseignait le catéchisme à Notre-Dame de Bétarame. Alors les journalistes posent la question, monsieur Bayrou, est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait à Notre-Dame de Bétarame? Réponse de Bayrou, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit, jamais. Et là tu fais, ça pue. Faut jamais dire jamais. Et là, on a le journaliste lui dit, enfin, votre femme a travaillé dans cette école. Et là, Bayrou qui fait, ah bon? Et là, les journalistes insistent, attention, ils font, enfin, monsieur Bayrou, vous savez que vous êtes marié? Ah, mais c'est ça! Et alors, on apprend plus tard, alors ça c'est hallucinant, que même ses enfants, vous avez vu, vous le saviez, hein, les enfants de Bayrou étaient scolarisés à Notre-Dame de Bétarame. Et là tu fais, oh la vache. Voilà. Et on lui dit quand même, et là vous n'étiez au courant, vos enfants étaient là. Et là il fait, oui, mais ils étaient demi-pensionnaires. Oui, parce que là-bas c'est la nuit qu'ils enculaient les gamins. Tu vois. J'ai dit une connerie, là, voilà. Et donc, alors, sinon, bref, revenons à la dette. Alors, François Bayrou, dans la religion catholique, hein, comme vous allez l'ignorer, le pécheur est un débiteur, voilà, et le Messie, un rédempteur. Celui qui rachète notre dette, voilà, le banquier. Juif. Alors, je reviens à cet humour-là, moi. Alors, dans le Notre Père, un socle de la religion chrétienne, la 5e demande était rédigée au départ en ancien grec, qui disait « Et remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs ». Oui, qui a été traduit par les sbires des apôtres par « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon est donc assimilé à une remise de dette. On va en chier. Heureusement. Bon, il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles dans l'actualité. Par exemple, l'affaire Pellico. Bon. Non, je ne dis pas... C'est pas l'affaire Piquet, le rendu. L'affaire Pellico, vous voyez de quoi je parle. Hein, après des mois de procès, voilà, bonne nouvelle. Là, je voulais le dire, le verdict est tombé. Elle est innocente.
Donc tous les porcs, vous ont été condamnés de 3 à 20 ans, les 51. Tac. Ceux qui sont venus 6 fois ont pris 15 ans, et ensuite c'est dégressif. C'est comme chez Leclerc. Et donc Gisèle Pellicot est, au fur et à mesure du procès, devenue une icône, hein, comme l'abbé Pierre. Donc, et une pétition circule, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour qu'elle soit nommée, Gisèle Pellicot, au prix Nobel de la paix. Je ne suis pas sûr, mais je me demande si on n'en fait pas un peu trop. Voilà. Plus tout ça, évidemment, là on n'a pas le temps ce soir, mais une avalanche de faits divers à chaque fois qui nourrit encore plus cette ambiance de merde. Et on va en prendre un au hasard, par exemple, symbole du traitement médiatique auquel on a droit sans arrêt, toute cette merde qui nous rentre dans le cerveau. Un des derniers en date, je ne sais pas si vous vous souvenez, un truc horrible, la petite Louise, 11 ans, sortie de l'école, disparaît, elle est retrouvée dans une forêt, enfin c'est une horreur. Et là, un marginal, en voie de devenir SDF, est suspecté, interrogé par la police avec sa mère accusé de non-dénonciation de crime. Et là, c'est parti dans les médias. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a duré 24 heures. C'est le suspect numéro 1, suspect idéal. Il s'agit, je cite les médias, d'un acte gratuit, donc ça correspond à un SDF. Et là, comme à chaque fois, derrière, on fait des débats sur les marginaux, les désaxés, les asociaux. Que faut-il faire? Faut-il les surveiller? Les mettre dans des centres? Responsabiliser l'État? Faut-il laisser les enfants rentrer seuls de l'école? Faut-il les mettre des caméras chez les parents? Des caméras dans les chambres des enfants? Faut-il surveiller les enfants? Un problème. La responsabilité des parents. Et finalement, au bout du compte, c'est pas lui. C'est un voisin, la mère est DRH et le père cadre dans une banque. On n'a plus de nouvelles, dis donc. Voilà, mais on a bien remué la merde et il reste l'odeur. Voilà. Fait divers aussi, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ah bah oui, c'est un truc horrible. C'est en ce moment, je crois, à Vannes. Oh, il y a la nature humaine, quand même. Vous avez eu le chirurgien, là, le Quarnec, accusé, violé 299 enfants durant sa carrière. C'est une école privée à lui tout seul. Hein, 299 enfants, la vache. C'est horrible quand même. Hein. À un près, il atteignait 300. Bon, sinon, on va pas parler du petit Émile, parce que là, je vous sens pas chaud. Non, le petit Émile, il y a des rebondissements dans l'affaire, hein, vous avez vu, hein. Oh, parce qu'il y a une joggeuse qui avait découvert tout d'un coup, elle a dit « Oh, Émile !» Et là, les médias, vous allez voir, on va en bouffer. C'est le petit Grégory, ça, hein, mais chez les cathos. Alors, les mecs soupçonnés parce qu'il y a eu disparition, etc. Alors, il y a eu des gardes à vue, mais pas de mise en examen. Les médias jouissent. Et il y a 17 personnes, je ne sais pas si vous avez entendu, qui sont susceptibles d'avoir donc tué ce pauvre gamin. 17 personnes. Mais dans ces 17 personnes, visiblement, c'est pas des gens de passage, c'est pas des voisins, c'est pas la grand-mère, c'est pas le tonton, c'est pas la tata. Qui ça peut être? Et là, le grand-père qui fait, qui est une sorte de catho intégriste, etc., qui, visiblement, ils sont en train de tout lui coller sur le dos. Sa vie va être très dure à lui. Voilà. Et qui a tué ce pauvre gamin? On ne sait pas. Est-ce que c'est le grand-père ou le fils de Bernard Laroche? Ça... Sinon, on va finir... alors, l'abbé Pierre, alors ça, c'est... Je suis désolé, vous voulez qu'on fasse une pause? Non, mais l'abbé Pierre, ça continue. Moi, Et là, on découvre que l'Église savait, le Vatican savait, sa famille savait, les politiques de l'époque savaient. Il n'y a que les victimes qui n'étaient pas au courant, c'est con.
Voilà. Et là dans le mois qui vient de s'écouler, encore 9 plaintes de femmes pour abus sexuels, et pas que de femmes. Et c'est l'époque encore. L'abbé Pierre qui passe d'icône à prédateur sexuel. Voilà. Là, visiblement, il y a 57 témoignages cumulés. Va-t-il battre PPDA? Et il n'y a pas que des adultes. Dans les témoignages, il y a des enfants, des petites filles, des petits garçons. Ça s'est passé dans sa famille, au bureau. Il y a même des femmes enceintes. Voilà, on apprend que pendant la guerre, il a commis des actes pédophiles, qu'il prenait ses victimes en photo avec des polaroïdes, qu'il allait aux putes en Suisse, qu'il lisait Lesbia Magazine et répondait au courrier des lecteurs sous le pseudo de Madame Montagne. L'abbé Pierre! Si on avait fait un scanner de son cerveau à l'époque, on aurait vu une bite! Alors, la question qu'on est en droit de se poser, dans cette époque de transparence, et nous voulons une réponse. L'abbé Pierre a-t-il violé Gisèle Pellicot? Au niveau temporalité, c'est possible. Hein, Et puis, à l'affaire Pellicot, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mecs ont tous été trahis parce qu'ils ont été filmés par le mari. Et il y en a encore 18 qui sont dans la nature parce qu'ils n'ont pas réussi à les reconnaître. Hein. Et dans les 18, il paraît qu'il y en a un qui était en fauteuil roulant. Hein, avec un béret. Non mais déjà qu'on est perdu, paumé, en manque de repères. Voilà, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve en même pas un an? Reprenez les Jeux Olympiques, on est passé du catastrophisme le plus total à l'extase en quelques heures. On devait augmenter le budget des sports derrière, après les Jeux Olympiques, on a baissé de 174 millions. On assiste à des magnifiques Jeux Olympiques, derrière on oublie le ministère des handicapés. En pleine période d'économie, on organise une élection à 200 millions d'euros. Les comptes sont dans le rouge, mais personne n'est responsable. L'abbé Pierre passe d'icône à prédateur sexuel. Il y a un an, Poutine était donné perdant par tous les médias, il est en train de gagner. La droite fait 5% aux dernières élections, 2 mois plus tard, elle est aux manettes. La COP29 a lieu sur un champ de pétrole. On nous vend de la Kamala Harris dans les médias pendant des mois, c'est Trump qui est élu. En politique, on passe du jeunisme le plus total à une bande de vieux. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Mais ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas démonter, ne nous laissons pas emporter dans le gouffre du désespoir et de l'anxiogène. C'est pour ça que je voudrais finir en vous disant, comme d'habitude, en vous disant, faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Cessons d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité, la réalité du monde devient mon triste sort, et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'info, comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un con. Comment penser au long terme, rêver sa vie, quand on est pris dans la dictature de l'instant? L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de l'impuissance qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors, prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met,
Elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les deux pieds dans la merde mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous étouffe avant que la défaite soit cuisante. Car comme le disait le général MacArthur, toutes les grandes défaites se résument en une phrase. Trop tard.